Des personnages historiques, il y en a plein qui m'ont marqué, et qu'ils soient fictifs ou non, emplis de sagesse ou simplement de courage, chacun a su me captiver et me faire rêver. Et aujourd'hui, on va parler de certains d'entre eux, mais attention, ils sont très connus puisqu'ils sont passés à l'écran, donc ça va être une analyse un peu plus différente que d'habitude. Bon, je pense qu'avec le titre, je ne peux pas vous cacher le fait qu'il s'agit de la série Vikings. C'est sans doute la série que je préfère à ce jour, et elle m'a marqué, tout simplement parce que l'histoire des personnages est tellement captivante et tellement bien écrite qu'il fallait que je fasse forcément une vidéo sur cette dernière un jour ou l'autre. Donc ce que je compte faire aujourd'hui, c'est simplement analyser les faits historiques tels quels, parce que certains personnages ont existé, d'autres c'est un petit peu moins sûr, vous allez voir, et de l'autre côté, on va comparer tout ça à la série, voir si ça correspond ou non, voir si c'est beaucoup plus captivant ou non. Commençons tout simplement avec le personnage principal, en tout cas dans les premières saisons de la série, il s'agit bien évidemment de Ragnar Lodbrok, l'illustre roi viking. Pour le coup, l'histoire de ce dernier est assez floue. Jusqu'ici, les tentatives pour identifier ce roi furent vaines en raison de la difficulté à concilier les événements de sa vie et leur chronologie. Hilda Davidson, véritable sommité dans le domaine de la mythologie nordique, émet même l'hypothèse que l'on aurait regroupé divers récits confus et contradictoires pour les octroyer à Ragnar Lodbrok. Mais Davidson admet tout de même que certains chercheurs ont fini par accepter le fait qu'une partie de sa vie soit fondée sur des faits réels. Il aurait donc passé le plus clair de son temps en raid, envahissant notamment le royaume de Northumbrie situé au nord de l'Angleterre. Dans la série Viking, par contre, son histoire en grande partie fictive est beaucoup plus complète. Au départ, Ragnar n'est qu'un simple fermier, son rang est bien sûr inférieur à celui d'un jarl, mais en aucun cas une marque de faiblesse, puisqu'il lui permet de disposer de terres cultivables, relativement rares, et bien évidemment d'esclaves pour l'aider à l'ouvrage. Le décor étant planté, on assiste ensuite au premier Thing de la série, servant entre autres à offrir à Bjorn son premier bracelet comme symbole de son passage à l'âge adulte. Mais c'est aussi lors de ce rassemblement que l'on comprend très vite que Ragnar a une grande ambition, celle de naviguer vers l'ouest et d'y découvrir les terres qui s'y cachent. Ce détail est très important pour la suite, pour commencer parce que personne ne croit cette prouesse possible, et surtout parce qu'elle va créer une dualité entre le personnage principal et le Jarl Haraldsson, son seigneur. Et donc, mettant de côté l'interdiction que le Jarl lui avait donnée de naviguer vers l'ouest, puisque selon ce dernier encore une fois, c'est totalement impossible, il n'y a rien là-bas, eh bien Ragnar va faire sa forte tête et partir quand même dans cette expédition. Pour ce faire, il sera comme vous le savez accompagné de son équipage, donc composé de Floki, celui qui a construit son navire, de son frère et de certains membres qui croient justement cette prouesse possible. Comme l'on peut s'y attendre, l'expédition porte ses fruits et de nombreux trésors sont ramenés à Kattegat, prouvant ainsi que Ragnar avait raison depuis le début. Par la suite, notre héros vaincra le Jarl Haraldsson, le Jarl Borg et le roi Auric, devenant à cette occasion le nouveau souverain viking. Ce qui, selon moi, est très intéressant, c'est l'évolution du personnage au fil de la série. Partant d'une vie relativement simple au service d'un Jarl, il a conquis de nombreux territoires, vaincu de grands adversaires, est devenu roi et a eu de nombreux enfants. Mais malgré tout, lors d'un épisode marquant, ce dernier a une vision. Dans cette dernière, on peut voir Ragnar observant son ancienne vie avec sa femme Lagertha, sa fille et bien évidemment son fils Bjorn devant leur ferme. Chacun peut comprendre la scène à sa façon, mais je l'aperçois comme étant l'idée que même si l'on obtient ce que l'on veut, ce ne sera pas pour autant ce dont nous avons véritablement besoin. À mes yeux, Ragnar est l'un des personnages les mieux écrits de Viking, car il remet beaucoup de choses en question, et ça de façon continue. Lors de l'épisode du sac du monastère, c'est lui qui comprendra le véritable potentiel d'Athelstan, qui parlait d'une part sa langue, mais qui l'avait mis face à une situation déconcertante, où ce dernier avait préféré protéger son évangile plutôt qu'un trésor. Après son accession au titre de Jarl, il accepta même la demande de Tostig de l'accompagner pour sa prochaine expédition, ce guerrier considéré par les autres comme trop vieux pour combattre, mais qui voulait inlassablement rejoindre ses compagnons de jeunesse à la grande table des dieux. Mais sans doute le point le plus marquant est qu'il a choisi lui-même son destin en allant se rendre roi à Hel pour faire face à sa mort, ce qui crée un excellent parallèle par rapport à la mythologie nordique. Dans cette dernière, même si la plupart des dieux connaissent l'existence du Ragnarok et la certitude d'y mourir lors de cet événement, aucun d'entre eux n'a la possibilité de combattre son destin, ce qui renvoie l'image que Ragnar fut finalement plus fort qu'un dieu dans cette situation. Mais à présent, venons à ses fils, du moins ceux qui m'ont le plus intéressé, et le premier fait intéressant, c'est que ces derniers ont véritablement existé, oui, c'est une certitude. Pour commencer, nous avons Bjorn Côte de Fer, premier fils de Ragnar Lodbrok et d'Aslog. Il fit de nombreuses expéditions en Francie occidentale, en Angleterre, mais aussi en mer Méditerranée. Beaucoup d'historiens ou de chroniqueurs, tels que Charles de Bourgueville et Ibn Hidari, narrent ces divers raids contre la Francie et la péninsule ibérique. Dans Viking, Bjorn obtient
obtient son titre de Côte de Fer par Ragnar après avoir démontré sa valeur au combat, qui est toujours aussi percutante tout au long de la série. Il suit d'ailleurs à la perfection les traces de son père en allant explorer diverses contrées exotiques, vivant de nombreuses péripéties, le faisant s'affirmer de plus en plus en tant que leader. Pour finir, nous avons Ivar le Désossé, chef viking légendaire. Il régnait sur une zone comprenant des parties des actuels Danemark et Suède. Son nom de Désossé, assez déroutant, n'a pour l'instant aucune certitude en termes d'origine. Certaines hypothèses existent cependant, comme celle disant qu'il s'agissait d'un euphémisme pour désigner une impuissance sexuelle ou celle prétendant que c'était une référence à une flexibilité physique extraordinaire. Dans la série, par contre, il y a une autre piste qui est explorée. Au-delà de l'impuissance d'Ivar, ce dernier souffre aussi d'une sorte d'ostéogenèse imparfaite. Si on peut donner ça sous un autre nom, il s'agit simplement de la maladie des os de verre, et cette maladie va lui poser énormément de problèmes pour se déplacer. De ce fait, afin de contrer ce problème, notre personnage, qui est assez ingénieux, va se forger une sorte de soutien pour ses jambes, et de l'autre côté, Floki va lui construire un char pour se déplacer. Et oui, rien que ça. Donc ce qui s'apparentait au départ comme étant une forme de faiblesse, va finalement s'avérer être une énorme force pour cette personne. Un point que l'on trouve dans l'histoire, mais que l'on peut aussi constater à l'écran, c'est son extrême violence. En même temps, ce n'est pas pour rien qu'on le surnommait le roi berserker. Et en effet, Ivar est clairement l'image que j'ai d'un berserker. Une rage incandescente, un regard meurtrier, une volonté de fer et des cris stridents que l'on observe à chaque combat, ce qui terrifie littéralement ses opposants. Si je devais faire à présent un bilan de la série, je dirais qu'au-delà d'être une véritable claque visuelle, elle a su amener à la perfection l'idée qu'on puisse se faire du paganisme. Certaines divinités sont d'ailleurs visibles dès le premier épisode, comme Odin et quelques Valkyries, et surtout le conflit entre le christianisme montant et cette ancienne croyance nordique est vraiment très palpable. Au final, même si Viking est en grande partie une œuvre fictive, je trouve qu'elle a su amener ce côté bien plus vivant que si on ouvrait un livre d'histoire, et juste pour ce détail, je trouve qu'elle est incroyable. Dans tous les cas, j'espère que vous avez apprécié ce nouvel épisode, et nous, on se revoit la prochaine fois pour une nouvelle vidéo, alors d'ici là, portez-vous bien. Allez, ciao. Ik ben drijven! Ik ben drijven!